Salut Moussa. Salut, ça va bien? Très bien. Ça va? La SNCF a été ponctuelle ce matin? Ouais. Tu viens d'arriver, just in time. Tout frais. On est ravis d'ouvrir le Zero to One avec toi. Je ne vais pas te mentir, c'est toi qu'on souhaitait ce matin pour commencer. L'idée c'était, je ne sais pas, tiens, qui connaît Moussa Camara dans la salle? Un peu. Bon, bah les autres, il va falloir vous mettre à la page. Et on est là pour ça. Moussa, tu as un parcours absolument atypique. Je vais faire ta bio, si tu le veux bien. Allez, je te corrigerai si tu veux. Voilà, c'est ça, tu me corriges tu vas être bon. si ça bug. Ouais. Je vais faire ta bio et puis surtout, on va parler de ce qui nous intéresse, c'est l'état d'esprit, le mindset entrepreneurial. Et on pensait que c'était une belle intro, un bon amuse-bouche pour commencer le Zero to One. Je vais lire un peu parce qu'il y a un peu trop de choses, donc pardon, je n'ai pas tout mémorisé. Donc, tu as été entrepreneur très tôt, à la sortie de ton bac pro, un peu par hasard si j'ai bien compris, mais en tout cas, tu as fait dans les télécoms, si j'ai bien compris. Tu as fondé Agir pour réussir en 2007. La même année, ok, très bien. Donc une maison de quartier, moi je l'ai lu comme ça, au cœur de Cergy-Pontoise, mais c'est un vrai créateur de liens au cœur de ton quartier de Cergy-Pontoise. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. En effet. Tu as fait un petit séjour aux États-Unis qui apparemment t'a un peu bousculé. Tu l'as fait aussi un peu par opportunité et au gré des rencontres. Et tu es revenu un peu changé de ce moment-là. Tu peux peut-être nous en dire un mot sur cette espèce de momentum pour toi? Ouais, je peux dire quelques mots. Déjà, merci pour l'invitation. C'est Avec un plaisir de revenir à Nantes, sachant que ça faisait un moment que je n'étais pas venu. Et c'est vrai que le déclic sur l'entrepreneuriat, on va dire, il a commencé à Washington, quand j'étais là-bas. Parce que pendant 2 mois et demi, j'étais toute la journée avec des grands entrepreneurs, des philanthropes, et on allait chercher des fonds, lever des fonds. Tous les jours, ça a été ça mon métier avec eux. Et le soir, on allait faire des actions philanthropes dans des ghettos à Washington, okay, à 10 minutes de Washington en voiture. Et en fait, ce que j'ai appris dedans, c'est que la puissance du levier économique pour avoir un impact social auprès des populations les plus fragilisées. Et en fait, je me suis dit, en réalité, la clé ici, c'est aussi l'entrepreneuriat peut aussi servir de levier. Ça ne sert pas uniquement à enrichir les gens, à faire des profits, mais aussi quand on est dans un niveau de vie confortable, finalement, on peut redonner aux autres et on peut aussi participer. Ça a été aussi ce déclic, le fait de comprendre un peu cet écosystème. Et donc, tu reviens des États-Unis. Alors là, tu réfléchis, tu mûris tout ça, et en 2015, si je ne me trompe pas, tu lances Les Déterminés. Un peu avant. Un tout petit peu avant. Ouais, j'ai fait plusieurs allers-retours entre la France et les États-Unis pour bien comprendre un peu l'écosystème, comment ça fonctionnait, de voir des gens de toute forme et de toute nature arriver à des postes parfois de responsabilité en partant de rien. Et je me suis dit, en réalité, voilà, en 2013, j'ai commencé à avoir cette idée. 2014, je rencontre un écosystème entrepreneurial et on lance officiellement fin 2014, début 2015, Les Déterminés. Donc, Les Déterminés, c'est une association qui propose de la formation et de l'accompagnement pour des entrepreneurs ou des aspirants entrepreneurs issus des quartiers. Issus des quartiers, des territoires ruraux, partout en France, en fait, partout. On rassemble des gens de tout horizon, et peu importe leur origine sociale, le dénominateur commun, ce qui nous intéresse chez nous, c'est leur envie, leur capacité à aller au bout d'un projet et de mettre les moyens. Voilà, c'est un peu le travail qu'on fait. Donc ça fait 9 ans. C'est plus de 1200 personnes accompagnées. C'est 25 villes ouvertes sur lesquelles vous avez déployé l'association. Et c'est 700 entreprises créées. En effet. C'est le chiffre que... 700 entreprises créées. Il faut savoir, dans les entreprises, voilà, nous, l'accompagnement est hyper important. Et après, c'est ce que je constate un peu dans les entreprises qu'on a accompagnées et qui se sont lancées via nous, c'est plus de 60% sont encore en vie 3-4 ans après. Okay. Le taux de pérennité de ces entreprises est beaucoup plus important. Et après, en plus, c'est des secteurs très variés. La chance qu'on a, c'est ça. Et en fait, c'est l'entraide. C'est-à-dire, on a des boîtes de toute taille, quoi, des micro-entreprises. Tu as quelques exemples en tête? Ouais, on a pas mal d'exemples. Hein. Je peux en citer pas mal, hein, ici notamment à Nantes, mais aussi ailleurs. Je pense à Yasmine qui a créé en 3 ans et demi l'une des sociétés les plus
on va dire, entre guillemets, profitable, avec plus de 170 salariés. Okay. Aujourd'hui, en 3 ans et demi, elle est dans le transport et de la livraison de véhicules de marchandises, mais avec des véhicules propres, électriques, etc. Elle a une flotte de véhicules, elle a des contrats avec des grandes marques et des grands groupes. Et elle se déploie, elle continue à grandir. Je pourrais parler d'Arnaud au Havre, qui a créé, il a récupéré un hangar de plus de 1200 mètres carrés, où il fait de l'apiculture, il transforme des plantes et des légumes dans un système plus vertueux, plus écologique. Et en fait, voilà, il a réussi à créer une dizaine d'emplois autour de ce projet-là. Et c'est très bien. Et je pense que voilà, des projets comme ça, ici aussi à Nantes, partout, il y a des femmes et des hommes qui créent des projets, qui partent de rien, qui se développent et qui aujourd'hui voilà, arrivent à avoir un impact local. Parce que ce n'est pas que du profit, c'est que derrière, les personnes qui recrutent, parfois ils recrutent aussi des gens qu'on n'aurait pas forcément recrutés. Et il y a aussi ce côté-là qui est pour moi hyper essentiel. Okay. J'ai lu aussi que tu avais 64% de femmes dans les personnes accompagnées. Est-ce que tu peux faire une petite parenthèse, 2 secondes, sur comment tu expliques que tu aies autant de représentation féminine dans un entrepreneuriat qui est, ouais. Même si les choses bougent. En fait, ça s'est fait naturellement. Moi, je ne suis pas arrivé avec une vision disant que, voilà, je vais dire la vérité, je ne suis pas arrivé avec cette vision de me dire qu'il faut qu'il y ait autant de femmes que d'hommes. Mais pour nous, c'était important que dans les formations qu'on proposait, qu'il y avait au moins la parité. Et du coup, les premières femmes qui ont fait le programme, c'est elles qui ont entrepris le plus rapidement, c'est elles qui ont été le plus visibles. Okay. Et finalement, ça a créé en fait un effet où beaucoup se sont reconnus en elles. Et du coup, on a toujours attiré beaucoup plus de femmes dans nos programmes que d'hommes. Et c'est tant mieux. Et c'est pour ça qu'en plus, on continue à le valoriser. Mais ça s'est fait vraiment naturellement, quoi. C'était pas et c'est bien comme ça. Parce que quand elles arrivent, il n'y a pas une question de femme ou d'homme, c'est une question de où tu veux y aller, comment, et avec quelle arme, et comment on t'accompagne pour y arriver, c'est tout. Trop bien. Petite parenthèse sur Nantes, il y a les déterminés à Nantes. Je pense les déterminés, il y en a pas mal qui sont dans la salle, qu'on peut applaudir et saluer. Patrice, qui gère, que je ne vois pas, qui gère un peu la promo, qui est le coordinateur qui peut se lever, qui... Lève-toi, voilà. Patrice. Patrice. Ouais. Ok. Je continue un peu parce que tu n'as pas tout à fait terminé. On n'a pas tout à fait terminé ta bio. J'ai vu que tu avais monté un programme qui s'appelle La Relève. En tout cas, avec les déterminés, vous êtes contributeur d'un dispositif qui s'appelle La Relève, qui est porté par le ministère de la Culture. C'est tout récent, ça ? Tout récent. Tu veux en dire 2 mots ? Ouais, en fait, c'est un programme où moi, la ministre de la Culture est venue me voir en me disant que voilà, on avait une idée de développer des profils assez divers dans les nominations qui sont reliés à la culture, au ministère de la Culture. Et du coup, elle me dit, dans ce vivier, j'ai pas de vivier divers. J'ai tout le temps, parfois, les mêmes profils qui sont dans la culture et ça reproduit un entre-soi. Et elle est venue nous voir en nous disant, moi, je vous donne un défi, c'est d'aller me chercher 101 personnes dans tous les départements de France pour pouvoir diversifier le vivier de nomination en préparant pendant 1 an à 2 ans et demi en partenariat avec Sciences Po ces personnes qui ont un goût prononcé à la culture, où on va aller les accompagner pendant 1 an et demi, voire 2 ans. Ils vont sortir avec une certification, une formation diplômante, et derrière, ils seront mis en lien dans le vivier de nomination du ministère de la Culture sur des postes de conservatoire, de théâtre, d'art vivant ou plein de choses comme ça. Et du coup, pour moi, je trouve que c'est intéressant parce que faut savoir, la culture, parfois, ça peut paraître un milieu très fermé, très éloigné. Et le fait de promouvoir des programmes comme ça, c'est de remettre un peu des talents en perspective, en avant. Et je pense que si on réussit cette mission-là, on peut réussir dans n'importe quel domaine. Okay. Mais il y a besoin de renouveler un peu le vivier, des gens qui viennent de villages, de quartiers, des personnes en situation de handicap, des femmes, des hommes, des gens avec des parcours parfois atypiques qui peuvent aussi alimenter ce vivier de nomination. Et je pense que la culture en a bien besoin dans notre pays. Je crois que c'est le truc qui me frappe le plus dans ton parcours. Tu l'as dit, j'ai dû lire une interview où tu as dit, en fait, moi j'ai rencontré 3 présidents,
parce que tu as dû rencontrer Ouais. Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. Et tu as dit, moi je suis toujours là, tu vois, c'est presque l'Elisabeth II, l'Elisabeth II de l'entrepreneuriat populaire. Non, en fait, on me demandait, ouais, alors, on me posait la question précise pour répondre, ouais, quand est-ce que tu te lances en politique et tout. Je leur ai dit, non, moi, la politique, c'est pas ce qui me drive le plus. Moi, ce qui me drive, c'est d'être avec les gens, c'est de transformer les choses, c'est de proposer des projets sur du long terme, voir les voir évoluer, se battre pour aller chercher des moyens pour pouvoir les développer. Et je leur dis, voilà, ils me disent, ouais, mais politique, ça pourrait être un levier assez puissant. Et je répondais en disant, moi, depuis que je suis actif, j'ai vu 3-4 présidents et ils sont tous partis, je suis encore là. En gros, façon de parler, mais en disant que Ouais. la politique, ça change à chaque fois, quoi. Il faut savoir tout le temps se renouveler. Mais nous, nos projets, ils doivent rester. Okay. Et c'est pour ça que je me trouvais beaucoup plus utile dans ce que je faisais là. Après, ça n'empêche pas d'avoir des relations, notamment avec le président, le gouvernement, etc. Parce que, en fait, dans ce qu'on fait, on a aussi un travail de plaidoyer. C'est-à-dire comment aujourd'hui, ce qu'on propose à notre échelle puisse aussi être un modèle qui soit duplicable, qui soit aussi limite repris par les services publics, pas pour le changer, mais pour pouvoir accélérer. Parce que quand je vois le nombre de personnes qui souhaitent se faire accompagner, qui ont des projets professionnels, qui ont des projets entrepreneuriaux, et qui n'arrivent pas forcément à trouver les portes qui s'ouvrent à eux, nous, même avec toute la volonté, la détermination qu'on a de pouvoir accompagner, développer l'entrepreneuriat, l'emploi dans les quartiers, dans les territoires. Pour passer à l'échelle, tu as besoin de... On n'y arrivera pas. Il y a tellement de besoins. Il y a tellement de jeunes, il y a tellement de gens qui souhaitent se faire accompagner. Et ça, je pense que une politique publique peut permettre d'aller toucher encore un plus grand nombre. Et ce que je disais, moi, ce qui est frappant, c'est, tu vois, ces rencontres-là, je ne sais pas si c'est un track record déterminant de rencontrer des présidents, mais en tout cas, c'est révélateur probablement de ce qui fait partie de ton état d'esprit. Enfin, moi, je me dis, tu vois, le petit gars de Cergy Pontoise qui rencontre le président, qui croise le chemin de Chapaz, de Xavier Niel. Enfin, tu vois, t'as su fédérer autour de toi un écosystème incroyablement, enfin, d'un très haut niveau. Et tu vois, encore une fois, je ne sais pas si c'est un track record déterminant, mais ta capacité à aller chercher ces gens-là au service de ton objectif, pour moi, c'est ce qui m'a frappé le plus. Comment tu expliques ça ? Est-ce que c'est du culot ? Est-ce que c'est de l'inconscience ? Probablement que tu vas me dire que c'est de la détermination. J'imagine que c'est un truc comme ça. Mais voilà, parce qu'en fait, on est tous là. Quand tu montes un projet, quand tu montes une boîte, ben en fait, tu sais bien que ta capacité à parler à certaines personnes, à déclencher certaines conversations, c'est le plus utile pour ton business. D'accord ? Mais tu as plein de freins à ces conversations-là. Et en vrai, une des conversations les plus difficiles à avoir ou à obtenir, c'est celle avec un président de la République. Si tu veux. Donc, qu'est-ce qui fait ? Qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce qui est dans ton état d'esprit pour que tu aies coché les 3 derniers présidents, tu vois ? Bah déjà, moi, je pense que toujours, toutes les rencontres sont des relations humaines avant tout. C'est-à-dire, peu importe le statut, on reste des êtres humains. C'est-à-dire, quand vous parlez avec quelqu'un, peu importe la personne avec qui vous parlez, peu importe ses responsabilités ou pas du tout, moi, je pense qu'il y a toujours aussi ce temps qui est hyper important d'échange, de donner du temps aux gens. Et j'ai toujours dit que finalement, pour moi, ma plus grande force, moi j'ai vu des gens brillants dans ma vie. J'ai rencontré des gens, c'était des machines de guerre. Une intelligence, mais incroyable. Mais l'intelligence sociale, ils ne l'avaient pas. C'est-à-dire, ils ne savaient pas faire avec les gens. C'était pas humain. Il manquait quelque chose. Et du coup, ce n'est pas des gens intéressants, ces gens-là. Et du coup, moi, j'ai toujours vu et c'est vrai que c'est compliqué. Moi, je n'ai pas connu tous ces gens que je connais aujourd'hui comme ça. C'est pas arrivé comme ça. Au début, je suis passé par une échelle, par une étape où, quand je voulais rencontrer un tel ou un tel, c'était pas possible. Voilà, je sors de mon quartier à Cergy-Pontoise, je connais personne, mon écosystème, c'est le même. On n'a pas ces réseaux-là de base. Et finalement, j'ai toujours dit que pour rencontrer des gens importants, il fallait que je devienne important. En tout cas, il fallait que le projet que je porte devienne important. Et j'ai travaillé, et c'était ma seule boussole. C'était pas de rencontrer, mon but, c'était pas de rencontrer des gens importants. C'était de faire un projet qui avait du sens, dans lequel j'allais mettre toute mon énergie, toute ma force, et de faire en sorte que ce projet-là, il puisse me dépasser
et dépasser ce que je voulais. J'y croyais tellement que je suis arrivé. Et ça, c'est une force qui est mentale, parce que je n'avais pas cette capacité, j'avais des doutes, je n'ai pas fait de grande école. Parfois, il me manquait des bagages, de connaissances, de plein de choses. Mais la certitude que j'avais, c'était l'action que je portais. Et l'action que je portais, elle m'a rendu confiant. Et finalement, elle m'a permis de rencontrer, ou même parfois d'être dans des endroits où j'avais d'opportunités de rencontrer et de créer une relation avec ces gens qu'à l'époque, je me disais que c'était impossible de pouvoir être en contact, même avoir un lien avec eux. C'est ton projet qui a porté ta confiance? C'est mon action qui a porté ma confiance. Ouais. Parce que le projet, j'y croyais tellement. Est-ce que tu te définis comme un mec confiant de base? Moi, j'ai des doutes, comme tout le monde. Ouais. J'ai des craintes. Ce que je fais, tout ne réussit pas bien, forcément. Et on se remet en question, parfois, voilà. Mais j'ai un truc, c'est déjà cette capacité à écouter quand ça ne marche pas. Quand les gens me disent que ça ne marche pas ou c'est pas bien ce que tu as fait, tu vois, souvent on a du mal et on a dans tout ce qu'on porte, parfois on a un attachement émotionnel. Et moi, j'ai réussi à me détacher de cet attachement émotionnel sur le point de vue où on pouvait dire du bien ou du mal sur le projet ou ce que je portais ou ce que je faisais. À un moment donné, au contraire, ça m'enrichissait pour m'améliorer, pour faire autre chose. Et c'est très difficile. Et moi, je le vois, beaucoup d'entrepreneurs qui travaillent tout le temps, tous les jours, jour et nuit, qui pensent leur projet pendant plusieurs années. Quand on va un peu titiller un peu le truc, ils vont le prendre personnellement. Et je leur dis souvent aux entrepreneurs qu'on accompagne, c'est détachez-vous entre votre personne et le projet. Okay. Il y a moi en tant qu'entrepreneur et il y a moi en tant que personne. Si on vient remettre en question le projet que je porte, ce n'est pas ma personne qu'on met en question, c'est le projet. Et après, parfois à tort ou à raison, moi j'aime bien les débats, j'aime bien parfois être border sur des sujets pour pouvoir revenir au sujet et avancer sur le sujet. Et du coup, ça m'a appris à prendre du recul par rapport à ce que je porte. Et c'est ça qui m'a, je pense, qui m'a rendu confiant et qui m'a permis, en fait, de cet apprentissage quotidien. Moi, j'ai tout appris. L'entrepreneuriat, j'ai monté ma première entreprise à 20 ans. Je ne connaissais rien du tout de l'entrepreneuriat. J'avais aucun exemple, ni dans mon entourage, ni dans ma famille, d'entrepreneur. Ce que tu disais, c'est que tu as trouvé quelqu'un. Je ne savais même pas ce que c'était monter une entreprise. Ouais. Et ce n'est pas comme aujourd'hui, en 2-3 clics. Moi, c'était il y a plus de 17 ans, où il fallait aller au greffe, déposer son cabis, ses statuts. Après, il fallait aller au journal officiel, écrire un courrier pour pouvoir se faire déclarer. Et c'était il y a même pas, je parle pas de ça il y a 50 ans, c'était il y a quelques années. Donc on a évolué. Aujourd'hui, en 2-3 clics, vous faites accompagner, vous allez sur un site, on vous accompagne à monter votre boîte. Le dépôt au capital, l'ouverture de banque. Aujourd'hui, il y a des comptes en ligne qu'on peut ouvrir. Moi, il fallait que je fasse 3-4 banques avant qu'on m'ouvre juste un compte professionnel. Ouais. Donc, faire tout ça, à la fin, c'est le meilleur apprentissage, je pense, que j'aurais pu avoir de toute manière, de toute façon. Tout à l'heure, tu parlais d'une forme d'intelligence sociale. Est-ce que tu crois que c'est quelque chose qui se développe, qui s'étoffe, qui s'épanouit et comment toi, tu l'as embarqué, ça, cette soif d'intelligence sociale, entre guillemets, celle que tu disais? Bah moi, j'ai appris, j'ai regardé. Quand parfois, j'arrivais dans des endroits où personne ne me ressemblait. Ouais. Et je pensais que tout le monde me regardait parce que je ne leur ressemblais pas. Mais en fait, chacun faisait sa vie. Les gens discutaient et tout. Et moi, j'étais dans un truc où j'ai l'impression que tout le monde me regarde. Je ne suis pas peut-être pas bienvenu. Je me mettais un peu dans des psychoses comme ça. La question des codes. Et du coup, des codes et tout. Et du coup, j'ai bien regardé. J'ai fait. Après, petit à petit, 1 fois, on y va. 2 fois, 3 fois. La 3e fois, on s'en à l'aise. On commence à discuter. OK, bah, tu vois qu'il y a des gens qui sont sympas, qui ne te ressemblent peut-être pas, mais vous avez des affinités. Moi, je me rappelle, je rencontre un grand chef d'entreprise. J'avais regardé juste avant il y avait une compétition de golf à Versailles, okay, dans le 78, et ça passait à Canal+, il y avait tous les grands golfeurs, et moi, en fait, j'avais suivi, sans comprendre le golf, mais comme, je sais pas, c'était un dimanche, je regarde. Et le lendemain, je vais dans un événement, et je vois,
Et en fait, je discute et tout. Dans la discussion, on a amené à parler de ça parce que le chef d'entreprise me disait en gros qu'il revenait ce week-end, là, il a participé à un tournoi de golf et tout. Ah bah je lui ai dit, j'ai vu moi aussi, mais je comprenais rien aux règles. Et il est là, comme lui, c'est un passionné de golf, il était content de m'expliquer en fait le golf, quoi, Okay. les règles du golf, etc. Et je lui posais plein de questions. Donc on a parlé de tout sauf du business. Et du coup, ça a créé un lien, ce truc-là. Et de ce lien-là, finalement, on est resté en contact, on s'est revus. Plus tard, on a reparlé du business et on a fait énormément de choses ensemble. En fait, et jusqu'à aujourd'hui, on a encore contact. Il m'a ouvert tellement de portes. Il avait des lieux à Paris, mais dans les meilleurs endroits, dans les meilleurs arrondissements de Paris. Et moi, j'organisais des événements avec mes entrepreneurs qui venaient de partout, de banlieue, de zones rurales, dans des endroits exceptionnels à Paris, parce qu'on a parlé de golf, finalement. Et c'est ça, en fait, le truc. Et petit à petit, j'ai compris un certain nombre de choses que, voilà, de vouloir avoir quelqu'un et lui parler tout de suite du business, peut-être que c'était peut-être pas la bonne chose. Mais essayer de créer des discussions. Moi, je suis un fan de manga, notamment Dragon Ball Z, Génération. Je pense qu'on est pas mal ici à avoir suivi ça dans le club Dorothée. Et deux fois, je rencontre des gens qui sont de ma génération, mais à des postes de responsabilité. Et quand on parle de cet épisode, des trucs stupides parfois qui n'ont même pas lieu de... Et ça crée du lien. En fait, t'es juste un mec sympa, quoi. Je suis pas un mec sympa, mais je me dis venu pas. Mais je suis quelqu'un, j'aime bien rigoler, j'aime bien discuter. Non, mais en vrai, c'est important, si tu veux. C'est quand même ta bonhomie, ton entre-gens, ta sympathie qui t'a fait franchir des portes. Et probablement que tu as quelque chose de... Enfin, je ne sais pas, justement, la question du culot. Est-ce que tu trouves que tu as du culot? Moi, je me vois pas comme un mec culotté. Pourquoi? Parce que le culot, j'ai toujours eu du mal. Il faut en avoir dans la vie, d'avoir du culot. Et moi, je ne suis pas quelqu'un... J'arrive à m'imposer dans des discussions ou aller au culot voir quelqu'un, etc. C'est plus, je laisse la rencontre se faire. Et dans la rencontre, parfois, il y a des gens que je voulais tellement rencontrer depuis des années. Ils étaient devant moi, j'ai pas trouvé l'accroche pour les rencontrer. J'ai laissé faire. Je n'ai pas rencontré. Et quelques années plus tard, donc, tu es sympa et magicien, quoi. Ouais. Non, mais quelques années plus tard, c'est les opportunités. Je sais pas, je suis invité à un dîner, la personne est devant moi. Et là, on discute. Et je pense que si je l'avais vu, par exemple, à la sortie d'une conf, on n'aurait peut-être pas eu le même fit que quand j'ai dîné avec lui et qu'on a discuté. Et c'est comme ça que ça se fait. Et tout le temps, moi, je dis souvent que quand on travaille un projet, en fait, là, je suis dans un écosystème qui me permet d'avoir uniquement et que des opportunités. Je veux raconter une histoire l'année dernière. Moi, je suis allé à Washington, j'ai fait un stage. Et en fait, avec les gens avec qui j'ai fait un stage, les jeunes que j'ai aussi ramenés à Paris, ils sont tous devenus des postes de responsabilité incroyables à Washington. Un qui s'occupe de toutes les autoroutes nationales des États-Unis, à qui j'ai passé 2 mois ici à Paris, on l'a ramené partout, il est allé partout. Et aujourd'hui, c'est le numéro 1 et c'est le patron des autoroutes américaines. Une qu'on a rencontrée, moi quand j'étais en stage et tout, j'étais plus jeune, elle était étudiante, elle faisait son alternance et tout. Aujourd'hui, elle est conseillère à la Maison Blanche. Et du coup, moi, je veux faire un voyage avec les entrepreneurs pour les ramener aux US. Donc, j'appelle tous mes anciens copains avec qui j'étais, et il se fait qu'ils sont tous à des postes de responsabilité. On nous invite à la Maison Blanche, donc incroyable, moi j'étais déjà allé, mais pour les entrepreneurs, incroyable, ils arrivent à la Maison Blanche, un truc que tu vois dans les films, le mec dit, impossible. moi j'étais déjà allé, tu vois. Non, mais parce que c'était plus pour eux que pour moi en vrai. Mais en réalité, ça les a fait rêver. Et le jour où on va à la Maison Blanche, une chance sur 1000 de croiser le président. Moi, je n'avais jamais réussi à le croiser à l'intérieur, à part quand il avait des conférences et tout ça. Et ce jour-là, il sort d'une réunion, nous on sort de notre réunion, on tombe nez à nez avec le président Biden. Donc tu es sympa et tu as du bol. C'est une opportunité, c'est une chance. Et ils se sont retrouvés, et les entrepreneurs se sont retrouvés dans ça. C'est pour ça que les rencontres, le temps à la personne, etc. et tout, pour moi, c'est les opportunités. Jamais on aurait imaginé tout ça, ça s'est passé. Comment tu transposes ça? Parce que en fait, ce que tu as fait n'est pas duplicable. Tu vois, il n'y a pas un pattern ou un process Moussa Camara que tu peux dupliquer et tu peux dire voilà la méthode Moussa Camara. Alors j'en fais un parallèle, mais tu as aussi écrit un bouquin qui est paru là à l'automne, je crois, qui s'appelle Déterminé. Comment on s'en sort?
Comment on s'en sort? Les éditions Les Presses de la Cité, Voilà. qui est sorti le 14 septembre. Trop bien. Ah, tu peux dire le prix si tu veux. 19 euros. TTC hors taxe, tu vois. Il est partout à la FNAC, sur Amazon. Allez le récupérer. Comment justement, en partant d'un modèle qui n'est pas duplicable, comment toi, c'est quoi les conseils, les premiers conseils que tu donnes aux entrepreneurs que tu croises? Qu'est-ce que tu essayes de leur transmettre, mais qui ne soit pas effectivement la méthode Moussa Camara au sens de ta vie et de ton parcours? Déjà, pour moi, chaque parcours est différent. Et moi, je dis souvent, moi, je n'ai pas un parcours exceptionnel. Moi, ce que j'ai fait, c'est... déjà, je ne me suis pas fait tout seul. Souvent, j'entends des gens, ouais, je me suis fait tout seul, je suis parti de rien, etc. Non, moi, c'était l'addition de rencontres. C'était le fruit des rencontres, de discussions, d'opportunités, d'être là parfois au bon moment, au bon endroit. Et en même temps, ça a été beaucoup de travail. Parce que tout ça, c'est pas arrivé comme ça. C'était beaucoup d'investissement, beaucoup d'années. Tu parles, j'ai le monologue de Obélix Mission Cléopâtre dans la tête. La vie, c'est des rencontres. C'est vrai, mais c'est vrai, c'est la réalité, c'est ça. C'est moi, si je dois définir mon parcours, ça a été le travail et les rencontres. Les travails m'ont permis de faire des rencontres. Okay. Et surtout, ce que je dis souvent, c'est que parfois, quand on a une idée, un truc, on veut rencontrer tout de suite des gens. Pour moi, ce n'est pas la priorité. La priorité, c'est de se concentrer sur le projet qu'on porte. Parce que c'est le projet, en vrai, qui va générer les rencontres, qui va générer les connexions et qui va générer aussi les opportunités. Et en fait, travailler sur le projet, première chose, s'investir, y croire vraiment, se faire accompagner quand on peut, c'est hyper important. Pas trop écouter les conseils, parce que parfois, quand on vous donne trop de conseils, vous ne savez pas vers où vous dirigez. Et surtout, l'engagement sincère, pour moi, c'est la base. Ok. Et ça veut dire quoi? Parce qu'en fait, toi, tu as un projet qui forcément te nourrit très fort, tu vois. C'est-à-dire, tu as un projet impact, on pourra parler de l'impact, mais en tout cas, tu as une mission sociétale qui est assez claire, qui est lisible, et probablement que c'est aussi ce qui porte tes rencontres. Quand tu as un projet de monter, je sais pas quoi, un projet de flotte auto, d'épicerie de quartier, de pressing, de je sais pas quoi, n'importe quoi, tu vois, ta mission, elle n'est pas si grande que ça, et donc elle ne te porte pas nécessairement autant. Comment sur des projets plus simples, peut-être moins forts, comment tu arrives à insuffler cette logique de détermination à ceux que vous accompagnez? En fait, je suis d'accord et je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que moi, ça a été ma mission à moi qui m'a porté. Parce que mon parcours a fait que j'étais tourné vers les autres, et parce que le fait d'avoir été aussi dans une famille nombreuse où mes parents m'ont inculqué les valeurs d'entraide, de partage, de solidarité entre mes frères et mes sœurs, ça rejaillit. Mais j'étais passionné aussi par d'autres choses. En fait, pour moi, j'ai toujours voulu faire ce que j'ai envie de faire et ce que j'aime faire. Et je le dis souvent, ce n'est pas une question du projet qu'on porte. C'est est-ce que ce qu'on fait, on aime ça? Est-ce qu'on est passionné par ça? Est-ce que quand on se lève le matin, on est content, on sent le truc? Peu importe. Demain, si j'avais voulu être boulanger, j'aurais fait la meilleure des boulangeries possibles. Les déterminer. Pourquoi? La meilleure boulangerie, déterminée, tout ce qu'on veut et tout. Tout le monde, toute la France, elle serait venue manger chez moi. Parce que dans ma tête, quand je fais un truc, j'essaie toujours de dire comment je peux porter le truc, pas pour les gens, pour moi, qu'il soit le meilleur possible. Okay. Et en fait, ce truc-là, demain, je sais que je ne serai pas 9 ans déterminé, je n'ai pas vocation à durer. C'est-à-dire, ce n'est pas un projet de vie pour moi. J'en aurai d'autres. Je suis encore jeune, j'ai de l'énergie, et même dans le prochain projet que je porterai, je ne sais pas ça sera lequel, mais je mettrai la même énergie, la même force, parce que ça me drive. Okay. Et j'attends de chercher un truc qui me drive, et même si derrière, ça génère des profits, je n'ai pas de problème avec ça, moi. Au contraire, il faut bien faire tourner le moteur. Et le moteur, on ne le fait pas tourner qu'avec je vous aime. Il faut un peu du cash. Du cash et on vous aime, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai, mais c'est important de le dire. Moi, je suis un entrepreneur. Et aussi, je sais que je le porterai avec la même force. Okay. Le plus important, c'est de faire ce qu'on aime. Si on aime faire un projet qui a de l'impact,
il faut le faire à fond. Top. Si on aime un projet parce qu'on est passionné par un métier, par une vision, par ce qu'on veut porter, c'est ce qu'il faut faire, c'est tout, pour moi. Super conclusion, on est au bout des 30 minutes. Merci Merci. infiniment, Moussa.